L'objectif, c'est clairement d'aller chercher à minima 1 milliard. On a déjà un modèle économique qui est assez agressif. On se rémunère peu, on vise plutôt la rentabilité pour avoir une croissance la plus pérenne possible. On a aussi la volonté de continuer à ajouter des briques technologiques, des briques aussi de conseils pour avoir effectivement cette approche conseil holistique. Il y a effectivement tout le temps de nouveaux sujets, en l'occurrence Shares qu'on commence à utiliser sur la partie compte-titres et surtout en fait continuer à évoluer sur notre offre. Et donc notre ambition, c'est aussi de continuer à monter en compétence sur ces sujets. Le monde devient multipolaire, il va falloir qu'on accompagne d'autant plus d'investisseurs sur cette dimension internationale. Nous remercions les partenaires pour cet épisode, Madines, le média de référence sur l'économie de demain, et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF, accessibles sur Shares et Shares Pro, pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cash Cash, le podcast qui révèle l'entrepreneur derrière le conseiller en investissement, conseiller en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Souleymane Jean Galadima, cofondateur du cabinet Sapiens. Salut, comment ça va ? Très bien, bonjour Guillaume. Ravi de t'accueillir. Merci d'être là et de nous partager ton expérience, ta vision de ce métier-là. Est-ce que déjà tu peux te présenter et peut-être présenter ton cabinet ? Avec grand plaisir. Écoute, Souleymane Jean Galadima, j'ai 42 ans. Je suis marié depuis bientôt 11 ans. C'est ma plus grande fierté. Bravo. C'est quasiment la durée d'un fonds de private equity. Donc je suis plus dans le venture. C'est la période de liquidité là. Ouais, voilà. Je suis plus dans le venture, je suis plus dans le capital. Maintenant, je suis dans le capital développement. Donc on a bien sécurisé au point effectivement qu'on est les heureux parents de 2 enfants à 7 et 12 ans. Et j'ai la chance aussi d'avoir des origines métisses puisque j'ai un papa qui vient d'Afrique subsaharienne au Niger et j'ai une maman languedocienne. Donc ça enrichit ma culture et ma vision du monde. Et je suis également l'heureux aussi cofondateur de Sapiens. Et donc Sapiens, c'est ce qu'on appelle nous un multi-family office nouvelle génération. Ok. Alors c'est peut-être des fois un peu prétentieux de parler de ça, mais on a différents éléments qui nous permettent d'avoir une approche un peu différente du monde de la gestion de fortune. On a déjà voulu essayer d'associer la puissance du digital et également l'expertise des family officers et des conseillers. C'est-à-dire qu'on a digitalisé une bonne partie des processus réglementaires et administratifs qui nous amènent une expérience d'investissement un peu plus sympa. Donc ça, c'est toute la partie digitale, l'expérience utilisateur ou l'expérience de l'investisseur. Exactement. Ça nous permet aussi de réduire nos coûts, naturellement. Et on a surtout en fait une unicité liée à deux de nos actionnaires un peu particuliers. On y reviendra probablement, que sont Ivesta et Mata Capital, ce qui nous permet d'avoir un accès à une offre produit, une méthodologie particulièrement intéressante. Et donc on s'adresse aujourd'hui nous à des entrepreneurs de première génération, à des cadres dirigeants sur des patrimoines entre 1 et 20 millions d'euros. On a voulu aussi avoir un ticket d'entrée assez faible puisque nos investisseurs peuvent commencer à tester l'approche Sapiens dès 100 000 euros, même si on a aussi travaillé des allocations beaucoup plus conséquentes. Et on couvre l'ensemble du spectre de la gestion de patrimoine, que ce soit du côté ou non côté, et sur l'ensemble des sujets de conseil, même si on a une baseline sur laquelle on essaie de s'appuyer, qui est Just Focus. Donc on essaie aussi d'utiliser plutôt des partenaires, des experts, quand on a naturellement des sujets un peu techniques, sur des notaires, sur des avocats fiscalistes, sur des experts comptables et autres. Quand on parle de conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas toi que je vais l'apprendre, c'est un métier qui révèle plein de facettes différentes. Quelle est la différence entre un cabinet en gestion de patrimoine et ce qu'on peut appeler un multi-family office ? Alors clairement, je considère que ce terme multi-family office est souvent un peu galvaudé. Ouais. Et on l'utilise plus pour se différencier sur la typologie des clients dans un premier temps. C'est vrai qu'on a tendance à considérer qu'un multi-family office va plutôt s'adresser à des investisseurs qui ont des patrimoines conséquents, qui ont des problématiques en fait d'allocation un peu plus larges que simplement ouvrir une assurance vie française avec du fonds euro. Parce que historiquement, family office, en fait, c'était l'accompagnement d'une famille d'entrepreneurs. Exactement. Donc ça, pour moi, il y a déjà c'est le premier distinguo qui est un peu la typologie des clients, et ensuite le deuxième distinguo, effectivement, c'est la nature du conseil que les acteurs vont pouvoir apporter. Un conseiller en gestion de patrimoine étant souvent un peu plus réduit à la notion d'investissement, ce qui est d'ailleurs faux, parce qu'on a des fois d'ailleurs des CGP qui sont très bons aussi sur l'aspect conseil. Ouais. Alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, dans la notion de multi-family office, il y a famille, il y a accompagnement en fait holistique de la famille, et il y a une dimension souvent conseil qui est beaucoup plus forte. Les premiers multi-family office étaient d'ailleurs même pas sur la partie investissement, étaient plutôt sur la partie purement conseil, avec les sujets de fiscalité, de conciergerie, de gouvernance familiale. Et c'est vrai que si on prend l'approche en fait de Sapiens est une forme en fait de déclinaison d'Ivesta,
qui eux sont vraiment en multifamily office, c'est 6 milliards d'encours, 200 entrepreneurs, la structuration, ce qu'on appelle le COMEX patrimonial pour chacun effectivement de leurs clients. Okay. Et nous, on est venu décliner cette approche, cette méthodologie pour des gens qui ont des investissements et des patrimoines un peu plus modestes, qui n'ont pas forcément besoin de l'ensemble du spectre fourni par Ivesta, mais qui néanmoins vont avoir le même niveau d'exigence au niveau des produits, au niveau des solutions, et qui vont pouvoir aussi utiliser notre réseau sur ces aspects conseils qui sont propres au family office, quand on vient travailler les sujets de fiscalité, quand on vient mettre en place un OBO, un no-buy-out immobilier avec effectivement une équipe notariale et d'avocats fiscalistes. C'est effectivement un travail, nous on considère, de multifamily office. Et après, le troisième distinguo, mais qui est pareil, pas forcément très clair, je sais que tu avais fait une interview sur le sujet, sur la dimension rémunération. Oui. On a tendance à imaginer que le multifamily office est mécaniquement en fait en schéma d'honoraires. C'est le cas par exemple d'Ivesta, qui est effectivement 100% sous la forme d'honoraires. Donc ce qu'on appelle au sens de la réglementation au conseil indépendant. Exactement. Ouais. Et donc nous on bénéficie d'une certaine manière en fait de cette approche vraiment indépendante d'Ivesta dans le cadre de sa sélection. Mais néanmoins, quand tu fais les maths, on se rend compte que sur des patrimoines finalement entre 1 et 20 millions d'euros, avec une approche de structure de frais plutôt agressive, puisqu'on est sur le web, je te l'ai expliqué, on a une forte présence sur le web, donc on est très souvent comparé par nos clients, on a clairement des frais particulièrement faibles. Je te donne 2 exemples, par exemple un feeder de private equity, nous sur une clean share, on arrive à le pricer en fait à 30 bips, à 0,3%, parce qu'on a un actionnaire qui m'attaque et qui nous offre en fait son parapluie réglementaire pour créer nos feeders at cost et sur mesure. Typiquement la dimension cotée, on va utiliser les ETF sur lesquels on a 0 rémunération et on ne pratique pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Et même sur des produits structurés où la profession le considère comme un produit un peu à forte marge, nous on n'est jamais au-delà de 1,5-2% en fait d'upfront. Donc même effectivement cette notion de multifamily office, je considère, peut s'adapter sur des modèles en fait de rétrocession sur encours, de rémunération au niveau des produits, à condition effectivement d'avoir une structure de frais qui soit la plus optimisée possible. C'est intéressant parce que c'est souvent un débat qui est très polarisé. Il est facilement polarisable. T'es soit ça, soit ça, et en réalité, t'es pas le premier à qui je parle de conseillers en gestion de patrimoine, de family office, qui ont une approche où presque ils laissent même le choix. En disant, est-ce qu'on peut faire du conseil purement indépendant en honoraire, ou on peut également être sur du non indépendant et sur de la rétrocession. Et en fait, beaucoup d'investisseurs choisissent la rétrocession parce qu'ils savent faire aussi des maths. D'un côté, il y a la TVA, d'un côté, et qu'au final, en fait, on s'y retrouve sur cette approche-là. C'est quoi ta vision de cette polarisation là, entre le conseil indépendant et le conseil non indépendant ? Alors, nous, on a 2 approches. La première, effectivement, c'est qu'on a des investisseurs qui nous demandent, effectivement c'est une minorité, d'être plutôt effectivement sous la forme d'honoraires. Ça nous arrive par exemple quand on fait des allocations 150-0 BTR ou certains véhicules... Ça c'est les réemplois de cession. Voilà, réemplois de produits de cession. Certains véhicules en fait n'offrent pas de rétrocession, notamment pour les plus exclusifs, et donc on va tout simplement effectivement facturer un honoraire au titre de cette allocation. Donc on laisse effectivement ce choix, mais tu l'as dit, et je te confirme, la majorité des investisseurs préfèrent, après avoir fait notamment les maths, quand on leur explique les modèles, être effectivement en rétrocession plutôt que sortir effectivement ou se recevoir une facture. Le deuxième aspect de notre analyse, néanmoins, c'est cette évolution réglementaire et cette pression européenne. Alors, je n'ai pas de boule de cristal sur le fait de savoir si la réglementation française sera un jour alignée au format britannique ou au format effectivement hollandais. Néanmoins, nous, on essaie de s'en prémunir en travaillant plutôt la notion effectivement de rémunération au niveau notamment des enveloppes d'investissement. Par exemple, quand on ouvre un contrat d'assurance vie luxembourgeois, dans la mesure où en sous-jacent, on peut mettre des clean shares, on va uniquement se rémunérer au titre du courtage, au titre effectivement de la gestion, de l'allocation, du suivi de ce contrat d'assurance luxembourgeois. Et par contre, en sous-jacent, on sera sur des ETF, donc sans rétro. On sera sur des clean shares en private equity, donc sans rétro. Pareil sur les fonds obligataires, également d'autres sujets. Pour ceux qui entendent le mot clean share pour la première fois, c'est le fait c'est des fonds sur lesquels il n'y a pas de rétrocession en fait, auprès du distributeur ou du CGP. Tout à fait. Et donc là, on explique en l'occurrence à l'investisseur que, premièrement, quelle que soit l'allocation, on aura la même rémunération, donc on n'a pas d'intérêt à promouvoir telle ou telle solution d'investissement. Et si un jour il y a une évolution de la réglementation qui consisterait à dire on ne se rémunère plus au niveau des produits, mais seulement au niveau des enveloppes ou du conseil, on aura effectivement cette dimension. Et après, la troisième dimension, elle est au niveau du suivi, du service.
On sait que l'expérience d'investissement, on la résume souvent à la signature des bulletins de souscription, alors finalement c'est le début de l'aventure. Je te parlais de mon mariage qui dure 11 ans et j'espère encore de nombreuses années. Quand on travaille avec... C'est en général une relation long terme. C'est une relation long terme, l'intuitu personnel est assez fort et donc on apporte beaucoup de temps et de valeur en fait à cette partie suivi de participation et on n'aura pas de difficulté si un jour on doit mettre en place un modèle économique un peu différent, si on doit le facturer, à le justifier, mais à condition effectivement qu'il y ait un service à la clé, qu'il y ait une réactivité pour pouvoir justifier un honoraire éventuel. Donc on en a conscience, on essaie au maximum de s'en prémunir. Aujourd'hui notre modèle est structuré de cette manière et on considère que l'intérêt c'est que l'investisseur de toute façon ait conscience de l'ensemble de ces éléments, d'être le plus transparent possible. Tu vois, un exemple tout simple, c'est que nos rapports d'adéquation, on exprime les frais en fait non seulement en pourcentage comme la réglementation la demande, mais aussi en euros pendant toute la durée de l'investissement. Et je te cache pas que l'impact psychologique pour l'investisseur est assez différent parce que quand tu projettes à 10 ans l'impact en fait en euros sur un fonds dans lequel tu as investi 500 000, 1 million d'euros, ça te fait un peu réfléchir et donc ça invite aussi à l'investisseur à comprendre ses frais et aussi on en est ravis, nous benchmarker, nous challenger pour réaliser qu'on est plutôt très compétitif par rapport au marché. Et donc tu le présentes comme Sapiens comme un multi-family office digital. Quelle est la place du digital ? Tu parlais des parcours de souscription ou même d'onboarding, j'imagine, de recueil d'informations. Quelle est la place vraiment du digital ? Qu'est-ce qui fait un peu cette... pourquoi vous avez investi en fait là-dedans et pourquoi vous avez cette coloration-là ? Alors, cette coloration, elle évolue un peu. C'est intéressant. Premier conseil d'ailleurs à ceux qui veulent se lancer dans cette dynamique. La notion de digital, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'elle était excessivement puissante pour Sapiens et les clients, mais qu'elle pouvait être mal perçue par les investisseurs. Ok. En se disant mais en fait moi je veux un homme, une femme en fait qui sont en capacité de nous conseiller. Donc c'est pour ça en fait que tu vois dans mon pitch en intro, j'ai plutôt parlé maintenant de ce qu'on appelle maintenant multi-family office nouvelle génération. On parle de multi-family office augmenté pour bien insister sur le fait qu'on vient associer l'humain avec des family officers et le digital pour montrer effectivement que le travail qu'on a réalisé, qu'on continue de travailler en fait sur le digital, ne vient pas en fait en remplacement entre guillemets de l'interface humaine, mais plutôt en fait en complément. Et donc pour être très concret, dans ce qu'on a développé, on a le premier aspect qui est tout ce qui est processus administratif et réglementaire. Je fais pas l'offense de parler de la réglementation, mais voilà, on met toute la dimension KYC, onboarding réglementaire, souscription est entièrement digitalisée et surtout on a voulu la digitaliser quelles que soient en fait les solutions d'investissement. Donc aujourd'hui un investisseur qui fait un KYC sur la plateforme Sapiens pourra derrière, en personne physique, en personne morale, sur un compte titre, sur une assurance Velux, en nominatif pur, en nominatif administré, notamment via un compte titre, investir sur la plateforme. Donc en fait, il y a déjà un gain de temps et d'optimisation qui est assez fort. On vient aussi plugger des solutions complémentaires, notamment ClearDeal sur la partie LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc on vient vérifier la qualité de nos investisseurs et mener effectivement des enquêtes complémentaires pour s'assurer effectivement de l'origine des fonds ou de la probité de nos investisseurs. Et une fois qu'on a travaillé cette première dimension du digital, on vient compléter avec notamment cette partie suivi de participation. Parce que nos investisseurs, quand ils ont du côté et du non-côté, entre guillemets, n'ont que faire de la problématique technique derrière ça. Ça demande beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, oui, on permet à nos investisseurs, sur leur interface, de pouvoir suivre à la fois leur fonds de private equity en non-côté, mais également leur compte titre, leur contrat d'assurance vie français ou luxembourgeois. Donc d'avoir tout au même endroit, exactement. Une agrégation de ces différents sujets. Et au-delà de l'agrégation purement financière, c'est très bien d'avoir les chiffres, ça monte, ça descend. Mais effectivement, sur le long terme, ce qu'ils veulent voir, c'est dans quelle société le fonds de private equity a investi, dans quel actif immobilier tel fonds de value-add immobilier a pu intervenir. Et donc, on essaie aussi d'apporter, alors j'aime pas ce terme storytelling, mais cette notion en fait de vie de l'investissement pour que les investisseurs aussi puissent se projeter et savoir quelle est l'utilisation de leur argent. Donc, il y a cette première brique digitale qui est vraiment de fluidifier le processus d'investissement, faire gagner du temps à nos family officers, à nos conseillers, et donc aussi assumer cette structure de frais qui est naturellement beaucoup plus faible par rapport au marché. Et ensuite, on a voulu aussi ajouter des briques un peu plus innovantes. Dans les briques innovantes, on a notamment développé avec un partenaire un premier coach patrimonial augmenté à l'intelligence artificielle. Donc, on a utilisé la dernière version de ChatGPT, donc 4 Omni, et on est venu surtout en fait surpondérer la base de données avec des bases de données juridiques et fiscales à jour de la jurisprudence
pour avoir en fait un niveau de réponse qui soit un peu plus pertinent que celui qu'on peut trouver sur Internet. De manière libre. Exactement. Okay. Et donc ça c'est un coach auquel j'ai accès dans la plateforme, c'est ça? Je peux lui poser je pose des questions et il me répond avec sourcé de la jurisprudence ou autre. Exactement. Toute personne qui est enregistrée sur la plateforme a accès en fait à ce premier coach, donc qui s'appelle Focus AI, ce premier coach patrimonial. Et les retours d'expérience de cette innovation sont assez nombreux parce que le premier niveau effectivement de réponse est assez qualitatif. On a été assez agréablement surpris de voir en fait le niveau de précision. Ensuite, on a dû naturellement border pas mal d'éléments pour éviter des hallucinations. Et quand on parle en plus d'investissement, tu as toujours en fait un biais cognitif que l'IA aujourd'hui a du mal en fait à mettre en œuvre et à comprendre. Tu vois, typiquement, tu as un investisseur qui te dit « Moi, je veux 15% de performance, mais je suis averse au risque. » Donc, tu vois, l'IA aurait du mal en fait à le traiter et tu as besoin là d'intelligence humaine, émotionnelle, d'un family officer pour le mettre en œuvre. Donc on censure d'une certaine manière en fait ces sujets plutôt d'investissement. Par contre, sur toute la partie conseil juridique et fiscal, premier niveau entre guillemets, avant l'intervention d'un ingénieur patrimonial, les résultats sont assez intéressants. Et le deuxième aspect, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que l'investisseur était plus à l'aise pour poser des questions de béotien, naïves, de débutants, qu'il n'oserait pas poser en fait à un family officer, par peur d'avoir honte, par souci de son ego ou autre. Et ben là, en fait, il pose beaucoup de questions. Et ce qui fait que quand notre family officer commence une première visio, un premier rendez-vous avec un investisseur, il a déjà cet historique des questions et des interrogations de l'investisseur. Donc, on est venu ajouter ces briques. On a ce Focus AI, donc ce coach patrimonial. On a aussi développé des outils, ce qu'on appelle de synthèse patrimoniale. Donc, on vient travailler en fait notre méthodologie, notamment de planification patrimoniale. Comment tu définis une poche de sécurité, comment tu définis une poche projet, comment tu définis une poche long terme. Ça aussi, on l'a digitalisé et on a d'autres innovations naturellement dans les cartons, toujours pour rendre cette expérience d'investissement la plus fluide possible. On sait qu'on a tous plus ou moins une forme d'aversion administrative. Oui, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser en fait le digital, non pas pour remplacer l'humain, mais plutôt pour sublimer en fait l'humain, ou en tout cas lui laisser son plein temps sur sa vraie valeur ajoutée qui est accompagner le processus de décision d'un investisseur. C'est vrai que moi, personnellement, je ne crois pas trop au 100% digital sur l'investissement. Pour avoir été humblement CGP à mon niveau aussi, je me suis quand même vite rendu compte que le sujet, c'était plus d'accompagner le processus de décision de l'individu. Comme tu disais, je veux 15%, mais je suis averse au risque. Bon, ben ça, il y a une explication à avoir, il y a un discours, il y a un échange pour que ça puisse être compris. Donc c'est intéressant que les retours aussi soient comme ça et que même dans la manière de le présenter aujourd'hui, toi, tu me mets plus sur le côté nouvelle génération et augmenter dans le sens où le digital vient sublimer, bonifier l'expérience utilisateur. Exactement. Et d'ailleurs, ça se voit au travers des questions que l'on a eues au début sur le lancement presse de Sapiens, c'était de dire mais ok, vous avez cette dimension digitale, mais concrètement, voilà, qui va s'occuper de moi, qui va être mon interlocuteur. Cette notion aussi, voilà, de stabilité de l'interlocuteur, des équipes, et aussi excessivement importante. C'est vrai que c'est souvent ce qui revient notamment dans certaines frustrations des relations que certains investisseurs peuvent avoir avec les banques, d'avoir des interlocuteurs qui changent. Donc tu vois, typiquement, on a mis en place un plan d'AGA pour certains de nos collaborateurs clés, de manière à être certain que sur le long terme, ils soient présents et que les investisseurs aient aussi ce lien avec nos conseillers. Sapiens, ça a été créé quand ? Alors, Sapiens, c'est une genèse un peu longue. Comme on dit dans la création d'entreprise, il y a souvent beaucoup d'itérations, beaucoup de collectifs. Donc, même si je suis un des cofondateurs, j'aime bien aussi remercier et citer les gens qui ont contribué un peu à la genèse de Sapiens, puisque Sapiens, c'est dans un premier temps, si je fais un peu l'histoire, Mata Capital, en fait, qui est une société de portefeuille indépendante, qui a été lancée en 2016, qui gère aujourd'hui 2,2 milliards d'encours, qui a beaucoup évolué. Moi, je les ai rejoints après avoir effectivement fait mes armes, notamment dans le monde du crowdfunding, pour développer en fait la clientèle privée. Et on a décidé dans les années 2020 en fait de s'exposer à la clientèle privée en B2B2C dans un premier temps. Et très rapidement, on a constitué une base d'investisseurs qui était intéressante. On sentait qu'il y avait une tendance sur la démocratisation du private equity. Et on a eu une première en fait itération avec AlphaCap, que j'ai cofondé effectivement avec Baptiste Saint-Martin, qui a été notre première plateforme d'investissement en ligne dédiée au private equity, plutôt sur une clientèle retail. Et fort de ce succès, où on a quand même onboardé près d'un millier d'investisseurs, et on a eu aussi d'ailleurs l'aide et la confiance de Jean-Baptiste Praguin, qui est toujours président de Mata Capital. On a été approché en fait par Ivesta, donc en l'occurrence Pierre-Marie de Fortville, qui est le président et un des cofondateurs, qui depuis quelques années en fait avait identifié le besoin de certains de leurs prospects à avoir accès à la méthodologie, à l'offre
Ivesta, mais qui n'avait pas forcément effectivement la surface financière pour le faire et qui n'avait pas besoin de l'ensemble de l'offre de ce entre guillemets syndicat d'entrepreneurs permis par Ivesta. Et donc, ce qu'on a très vite identifié, c'est une très forte complémentarité entre ce qu'on avait construit sur AlphaCap, entre ce que pouvait apporter Mata Capital et ce que pouvait en fait apporter Ivesta. Et c'est comme ça qu'on a créé Sapiens. On a immatriculé la société en 2022. On a phosphoré création du site web, de la méthodo, quasiment un an. Et donc, on s'est lancé en octobre 2023. Donc, en octobre, donc il y a un peu plus d'un an. Exactement. En octobre 24, on a fêté notre première bougie. Et on est ravis, effectivement, de terminer l'année 2024 avec un setup qui est vraiment costaud, au vu, effectivement, on y reviendra de la croissance de notre collecte, même si l'encours est une chose, mais derrière aussi, ce qu'on mesure, nous, c'est la répétition de nos investisseurs. Surtout quand tu parles de private equity, tu vas travailler avec des fonds comme Thomas Bravo, Balderton, Stepson. En fait, la réalité, c'est que nos investisseurs verront la pertinence de nos choix que dans 5-6 ans, voire 10 ans au moment de l'exit total. Et avoir des investisseurs qui, dès aujourd'hui, en fait, réinvestissent, c'est une marque de confiance. D'une expérience utilisateur, en tout cas agréable. Exactement. Et donc, voilà, donc on est ravis de ce démarrage. Rendons à César ce qui appartient à César. Il n'a été possible que parce qu'on avait très rapidement, par la puissance financière d'Ivesta, une offre extrêmement complète, extrêmement premium qui nous a été mis à disposition. On a pu aussi créer nos feeders très rapidement avec le parapluie réglementaire de Mata Capital et on avait cette expérience à la fois web, à la fois digitale issue d'AlphaCap qui nous a permis d'accélérer puisqu'on a grosso modo dans le groupe près de 7 personnes en fait dédiées au digital. On a 7 développeurs full stack qui nous aident en fait à développer. Sur Sapiens ou quand tu parles du groupe, non, dans le groupe Dans le groupe, et donc on a une partie qui est déléguée au profit de Sapiens qui nous permet de développer le site web, qui nous permet de développer la plateforme, qui nous permet de mettre en place des API avec tous les partenaires et les fournisseurs. Pour avoir justement cette agrégation entre autres. Et... de manière à avoir un outil propriétaire solide et résilient. Ok, donc il y a un an, aujourd'hui, il y a combien de personnes dans Sapiens, notamment de family officers ? Alors aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs chez Sapiens, splittés entre des équipes de front office, donc à la fois des family officers, à la fois des analystes. On a une belle équipe également com marketing et on a commencé aussi à internaliser en fait une dimension digitale puisqu'on a aussi des personnes dont on a besoin qui s'imprègnent de l'architecture, de l'ADN Sapiens aussi pour continuer en fait à développer de notre côté. Et après, on a des services également délégués puisqu'on a 2 actionnaires de référence. Donc on utilise beaucoup, notamment les équipes d'ingénieurs patrimoniaux d'Ivesta. Ivesta, c'est 50 collaborateurs. On utilise également beaucoup leurs équipes d'investissement. C'est une dizaine de personnes, dont des CIO, donc Chief Investment Officer, sur des verticales, côté, non côté, qui nous mettent à disposition leur expertise et leur capacité à analyser les fonds. Et on a aussi toute la partie en fait compliance, également côté Mata Capital, puisque c'est une société de gestion de portefeuille. Il y a tout un pôle RCCI et on s'appuie également sur ce pôle. Donc vous appuyez vraiment là sur toutes les expertises existants là. Exactement. Et d'ailleurs en fait c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que l'exigence en fait côté société de gestion de portefeuille est assez élevée. Donc on n'a pas à rougir sur notre excellence réglementaire, même si les investisseurs le voient un peu moins. On travaille beaucoup aussi sur cette dimension. Donc démarrage officiel octobre 2023, donc ça fait un peu plus d'un an, 14 mois là. Tu peux nous partager des chiffres au démarrage ? Oui, alors on peut partager des chiffres. Si on agrège en fait à la fois l'encours historique en fait d'AlphaCap et la collecte Sapiens, on tangente aujourd'hui les 100 millions d'euros. Donc on a connu effectivement une croissance assez importante. Je peux citer quelques chiffres. Effectivement, on a aujourd'hui un écart type qui est assez conséquent sur les allocations. Comme j'ai dit, on a un ticket d'entrée qui est à 100 000 euros. On a une moyenne aujourd'hui ticket qui est à 300 000 et un écart type qui est assez conséquent puisqu'en fait on a aujourd'hui des allocations de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on est ravis parce que on est à la fois en capacité de se confronter aux grands de ce monde, aux grandes banques privées qui sont plutôt un peu l'interlocuteur habituel de ces entrepreneurs, mais à la fois on travaille aussi avec ce qu'on appelle un peu des geeks de la finance, que l'on adore d'ailleurs parce qu'on a des fois des partenaires de fonds, des gérants de cabinets de conseil qui viennent en fait directement sur la plateforme faire leur shopping, faire leur picking, parce qu'ils connaissent les fonds, ils connaissent la structure de frais et ils viennent directement faire leur allocation. Donc on a cette double typologie en fait d'investisseurs, ceux qui ont besoin d'un accompagnement complet, comme ceux qui finalement sont assez autonomes, qui n'ont pas envie d'être ennuyés, qui veulent faire tout en ligne le dimanche soir à 22h et qu'on est ravis aussi de pouvoir satisfaire. Et comment se passe en fait l'acquisition de nouveaux clients sur ce multifamily office nouvelle génération? Est-ce que c'est purement digital? Est-ce qu'il y a quand même pas mal de bouche à oreille? Comment est-ce que ça fonctionne là sur un an on a différents vecteurs. On a un premier vecteur clairement qui est encore rendant à César, ce qui appartient à César, notre actionnaire, donc Ivesta. Pour une raison simple, c'est que Ivesta travaille uniquement sur des allocations de minimum 20 millions d'euros.
Okay. Et quand ils récupèrent par exemple les 2 plus gros associés d'une boîte, en fait, tu te rends compte qu'il y a souvent la C-suite, donc derrière le CFO, le CMO, le CPO, du moins, qui ont pris aussi forcément une somme substantielle au moment de l'exit, mais qui n'ont pas assez en fait pour être clients Ivesta, mais qui ont envie d'avoir la même approche, les mêmes solutions que leurs associés. Donc, on est ravis, nous, de pouvoir en fait les accueillir. On l'a fait notamment avec certains associés de Webhelp, puisqu'Olivier Duhat est un des actionnaires de référence d'Ivesta et nous accompagne aussi sur cette croissance. On a aussi les équipes d'Ivesta qui ont bien compris l'intérêt du modèle et qui nous présentent, qui nous font des go-between. On a aussi Mata Capital, puisque quand Mata Capital rachète un actif immobilier, il y a forcément une famille, quelqu'un qui vient de prendre aussi un produit de cession et que l'on récupère. Et ensuite, on a une très forte effectivement expertise sur la partie référencement naturel, même si on est un peu bousculé par tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Mais on arrive aujourd'hui sur... T'arrives à sentir une forme de concurrence ou disons que quand on a lancé AlphaCap, tu vois, donc dans les années 2020, en réalité, produire un article sur le private equity secondaire, le pacte du trail, le 150-0 BTR, ça demandait en fait un certain niveau d'expertise et ce n'était pas à la portée de tout le monde, il fallait du temps et des ressources pour le faire. Aujourd'hui, avec un bon prompt en fait sur ChatGPT, tu arrives à produire des articles assez qualitatifs. Donc ça nous oblige effectivement à encore monter en gamme sur la dimension pédagogique de nos articles, sur les visuels, sur les vidéos. Et donc mécaniquement, on a diversifié nos vecteurs d'acquisition. Donc il y a le SEO sur Google. On a également un podcast, Just Focus, qui est animé par Aurore Perrin, qui est notre directrice communication marketing, sur lequel en fait on interviewe notamment des investisseurs qui ont cédé, parce que tu as toujours cet effet de pair et d'envie de savoir comment un entrepreneur s'est confronté en fait à son événement de cession. On interviewe aussi des gérants de fonds au sein effectivement de ce podcast, parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup de personnes ignoraient comment ça se passait réellement au sein d'un fonds, qu'il soit coté ou non coté, avec ses travers, ses faiblesses. On a naturellement aussi une chaîne YouTube et on multiplie ces approches pour non seulement faire monter en compétences financières nos investisseurs, mais aussi générer des prospects qualifiés. Alors, c'est une niche de travailler sur un investisseur qui va taper private equity secondaire. Par contre, c'est des gens excessivement qualifiés que l'on convertit relativement bien sur Sapiens. Ok. Donc, aujourd'hui, tu disais une dizaine de personnes là, sur Sapiens. Là, on a bien entendu la genèse, on voit aujourd'hui où vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Alors, les ambitions, comme on dit, sky is the limit, ou to the moon quand on parle des cryptos, mais plus sérieusement, on a, oui, effectivement, déjà un modèle économique qui est, comme on l'a dit, qui est assez agressif. On se rémunère peu, donc on doit mécaniquement avoir un volume certain pour continuer à grandir, à se développer. On a une approche aujourd'hui plutôt bootstrap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vise plutôt la rentabilité pour avoir une croissance la plus pérenne possible. Et donc l'objectif, c'est clairement d'aller chercher à minima 1 milliard quand même dans le cours à horizon 5 ans. C'est un peu le seuil quand même psychologique à partir duquel en fait tu commences à avoir une assise particulièrement importante et tu peux commencer aussi à développer sur potentiellement d'autres géographies. C'est la typologie et l'avantage en fait du digital. Aujourd'hui, on commence d'ores et déjà à avoir des clients francophones, belges, luxembourgeois, suisses, et donc ça sera potentiellement aussi une de nos ambitions, au-delà de la dimension d'encours, que de travailler en fait cette sphère francophone. On a aussi la volonté de continuer à ajouter des briques technologiques, des briques aussi de conseils pour avoir effectivement cette approche conseil holistique. On a encore beaucoup de boulot, notamment sur la partie agrégation, parce qu'il y a effectivement tout le temps de nouveaux sujets, en l'occurrence Shares qu'on commence à utiliser sur la partie compte-titres. Il faudra que le jour où on aura des compte-titres, des PEA, qu'on envisage aussi les questions d'agrégation. Et donc on veut effectivement que nos investisseurs aient cette expérience la plus fluide possible. On sait que nos investisseurs aussi peuvent être amenés à nous challenger sur des sujets en fait connexes à la gestion de patrimoine. Donc notamment on travaille avec quelques-unes des plus grandes études notariales parisiennes sur certains sujets. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a souvent en fait un doublon en termes de data room. C'est-à-dire qu'on va collecter des informations en nous pour la partie KYC, mais le notaire va en faire de même. Donc
voilà. Comment mutualiser ça Tu vois, je suis aussi surpris de voir qu'un investisseur, et on a beaucoup d'investisseurs qui sont d'ailleurs multi-accompagnés, qui sont accompagnés par des bons privés, par des CGP et aussi par Sapiens. Et dans un rêve en fait lointain, moi j'aimerais bien qu'il y ait par exemple, tu vois, un profil, un KYC partagé par tous les acteurs en fait de la place financière. Et qu'un investisseur n'ait pas besoin en fait à chaque fois qu'il ouvre une assurance vie, un PEA ou un compte titre, en fait, de devoir refaire le processus. Donc voilà, le digital, on l'a dit en préambule, en fait, je pense, permettra d'augmenter en fait cette capacité des investisseurs à avoir une expérience fluide et surtout en fait nous continuer à évoluer sur notre offre. Aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir travailler sur du côté, du non-côté. Même sur le non-côté, on va au-delà du private equity, on fait de la dette privée, de l'infra, on va même jusqu'aux crypto-monnaies. Et donc notre ambition, c'est aussi de continuer à monter en compétence sur ces sujets. Le monde devient multipolaire. Il va falloir qu'on accompagne d'autant plus d'investisseurs sur cette dimension internationale. Ivesta a déjà effectivement ces dimensions et nous accompagne, mais il faudra aussi qu'on le fasse côté Sapiens. Donc c'est une de nos ambitions, tant sur la conquête de nouveaux investisseurs que sur effectivement l'accompagnement, la vocation. Est-ce qu'il y a un monde où vous abaisseriez le seuil d'accessibilité pour aller chercher peut-être un peu plus de mass market ? Je disais, vous permettez à des investisseurs de participer, de se faire accompagner à partir de 100 000 euros là, pour tester. Est-ce que ça pourrait être vu à être abaissé à terme ? Alors, ça a été une vraie question qui a fait l'objet de vifs débats, parfois virulents au niveau des associés, parce que ce minimum de 100 000 euros, il pourrait être interprété d'un point de vue purement commercial, voire un peu prétentieux. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation française, on voulait rester en fait propre à notre ADN, qui consiste à dire, si tu veux le premier quartile, les meilleurs fonds de private equity, tu n'as pas d'autre choix que d'aller sur des fonds professionnels. Ouais, ça s'entend. Il faut que tu ailles chercher une SLP, un FPCI ou d'autres sujets. Je n'ai rien contre des FCPR, il y a des très bons FCPR, il n'empêche qu'ils ont des contraintes. Là, c'est des seuils d'accessibilité beaucoup plus hauts. Il y a des contraintes de diversification, il y a des contraintes de frais, etc. Donc, tant qu'aujourd'hui, les fonds professionnels ne sont accessibles qu'à partir de 100 000 euros, il est clair qu'aujourd'hui, on restera sur ce seuil. On peut néanmoins, et on en revient à la logique en fait, de Family Office, quand on a un investisseur qui nous a positionné 2 millions d'euros, accompagné sur des tickets inférieurs à 100 000 euros les membres de sa famille, c'est naturel, et je pense que tous ces GP le réalisent, mais c'est vrai que sur la partie effectivement conquête, prospection, et pour rester fidèle à notre ADN, on reste effectivement sur la logique de 100 000 euros, et on sera peut-être même amené à la faire évoluer peut-être à la hausse sur certains territoires, ou par exemple en Suisse ou en Belgique, certains niveaux seuils sont encore plus élevés et où finalement le ticket de 100 000 euros est peut-être un peu modeste. Voilà. Si tu le veux bien, on va prendre 2 minutes où je vais te poser. Alors, c'était pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais je ne l'avais pas partagé. Parce que c'est plus des réponses, ce qu'on appelle, nous, le profil investisseur. Je vais te poser quelques questions. Okay. Et tu vas répondre un petit peu du tac au tac. Il n'y a aucun piège. Tu verras. C'est plutôt immobilier ou marché financier ? Immobilier. Prudent, équilibré ou dynamique ? Dynamique. Ton enveloppe favorite pour préparer la retraite ? L'assurance Gilux. La dernière fois que ton portefeuille a perdu moins 20%? Année 2000. L'investissement dont tu ne pourrais pas te passer? La crypto. Et justement, ta position sur les cryptos. C'est soit une question auprès les cryptos, conseils en gestion de patrimoine. Moi, j'ai mis du temps à m'y mettre quand j'étais conseiller. Donc, c'est toujours intéressant de voir avec aujourd'hui un Bitcoin qui est aux alentours des 100 000 euros, 100 000 $, pardon. Voilà, c'est quoi la position alors, personnel aussi, parce que tu peux avoir toi ton profil investisseur personnel et tes convictions, et éventuellement dans le family office. Alors, nous, pour donner la position Sapiens, on met entre 1 et 3% uniquement de l'allocation financière en crypto-monnaie pour les investisseurs qui le souhaitent et qui ont un profil suffisamment dynamique pour le faire. Même si d'ailleurs sur les profils, on aime bien nous éviter de catégoriser un investisseur comme prudent, dynamique. On va plutôt parler de poche. Voilà, sécurité, projet et ensuite long terme dynamique. Nous, on considère que sur 1 à 3% de l'allocation financière, si ça finit à zéro, l'impact il est epsilonesque sur le portefeuille. Si ça fait x100, on aura la sensation d'avoir été des génies. Mais à minima, on explique à nos investisseurs que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce potentiel, de cet actif en fait de super croissance, et qu'aujourd'hui, il s'agit néanmoins de le faire de manière assez prudente. Nous, on utilise différents acteurs, notamment un acteur qui s'appelle AlphaCap Digital Asset Management, qui est au sein effectivement du groupe Intellicapital et qui fait de la gestion sous mandat 100% crypto. Donc, ça veut dire que les investisseurs sont propriétaires
de leur wallet, de leur crypto, et délèguent uniquement la gestion à une équipe de gérants, parce qu'on sait que la symétrie d'information en crypto est assez conséquente. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel personne n'a de boule de cristal, avec une très forte volatilité. Ça se trouve, aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui est effectivement la crypto roi, mais ça ne sera peut-être pas le cas dans 10 ans. Mais à minima, essayer intellectuellement de comprendre ce marché, de comprendre ses utilisations, notamment avec l'Ethereum et tous les smart contracts, c'est projeter déjà nos investisseurs sur ce que pourrait être demain le futur, entre guillemets, d'un écosystème financier. C'est un peu la logique de l'investissement aussi. On investit parce qu'on croit en quelque chose, il y a une prospective, il y a quelque chose, il y a une promesse en tout cas qui est donnée. Exactement. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui viennent vous voir pour investir en crypto, ou c'est plutôt vous qui faites l'éducation autour de cette crypto, qui accompagnez les gens en leur expliquant que peut-être il ne faut pas passer à côté, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour être accompagnés sur ce sujet-là spécifiquement? Alors comme nous, à titre personnel et au niveau du groupe, on a des investisseurs, des associés plutôt, qui ont des beaux portefeuilles crypto, on est assez bon sur les aspects comptables et fiscaux effectivement des crypto-monnaies. Donc on a capté effectivement des investisseurs qui avaient plutôt des beaux portefeuilles en crypto-monnaies et qui souhaitaient se diversifier, donc qui souhaitaient en fait céder une partie de leur crypto-monnaie pour investir avec nous sur des actifs plus traditionnels, les ETF, le private equity, des privés et autres. Donc on a eu cette première typologie d'investisseurs qu'on est arrivé aussi à embarquer en disant finalement vous gérez une partie de votre portefeuille crypto, mais on peut aussi en gérer une partie, et donc d'où l'intérêt effectivement de cette gestion sous mandat, ou aussi des ETF notamment type 21 Shares qui sont aujourd'hui éligibles à l'assurance vie luxembourgeoise. Et on a aussi effectivement plutôt, c'est la plus grande majorité, fait ce travail de pédagogie, de monter en compétence des investisseurs sur la partie crypto, en essayant aussi de casser certaines idées préconçues, notamment sur les plateformes, sur les questions de succession, sur les questions de fiscalité, pour montrer effectivement qu'il existe aujourd'hui un cadre réglementaire français qui est quand même solide. Il y a des acteurs PSAN, en l'occurrence Alpha 4 Digital Asset Management en est, et qu'il s'agit d'être vigilant à la fois sur la symétrie d'information, sur la tuyauterie liée à ces investissements. Et aujourd'hui, en fait, on a un cadre réglementaire en fait en France sur les autres activités secondaires en fait des CGP. On a la possibilité, en respectant un certain nombre de règles, de pouvoir conseiller des cryptos. Et donc, on le fait de manière la plus professionnelle possible. Donc oui, on fait monter en compétence des investisseurs et on considère que c'est une classe d'actifs de diversification intéressante. Si aujourd'hui il y a des CGP qui nous écoutent, qui voudraient ou qui sont en train de réfléchir à monter un family office ou en tout cas qui sont inspirés par ce que tu as réalisé, ce que vous avez réalisé, je comprends bien que tu n'es pas tout seul dans la genèse de tout ça, ce serait quoi le raccourci que tu lui donnerais, le petit tips que tu lui donnerais qui serait tiens là? Alors le premier déjà, c'est moi je considère qu'il y a autant de profils d'investisseurs que de profils de CGP. Et donc quel que soit en fait son ADN, son histoire, son expertise, alors il faut quand même une expertise naturellement liée à nos métiers, on s'invente pas CGP, mais ce que je veux dire c'est que avant d'être CGP, moi j'ai plutôt fait du B2B, de la commercialisation auprès de CGP, donc j'ai eu la chance de rencontrer des CGP aux quatre coins de la France et d'être toujours agréablement surpris de voir que des fois des CGP assez atypiques, avec des profils assez atypiques, en fait avaient leur profil de clients et leur portefeuille, arriver à faire le grandir et arriver à gagner leur confiance. Donc voilà, déjà de ne pas se censurer en fait sur la typologie des clients qu'on est en capacité d'aller prospecter. Ensuite, effectivement, c'est un deuxième conseil, mais qui est moi plutôt venu avec l'expérience côté Sapiens et l'histoire aussi d'Ivesta, de se dire que même dans une phase de croissance, de rester en fait fidèle à son ADN. C'est-à-dire qu'un investisseur qui n'est pas forcément aligné sur l'ADN typiquement de Sapiens, aujourd'hui, on est en capacité de le refuser parce que on a envie qu'un investisseur adhère à l'aventure et à la proposition de valeur Sapiens parce qu'il en a compris les tenants et aboutissants. Et il ne s'agit pas de le forcer ou de faire... Voilà, c'est pas dire oui à tout non plus. Exactement, parce que tôt ou tard, en fait, on sera amené à le payer. C'est-à-dire que quand tout va bien, on est tout content, tout beau, tout rose, on est ravi de signer des bulletins de souscription. Par contre, quand il y a des problématiques, quand il y a des crises, quand il y a des changements de vie côté investisseur, il faut être en capacité d'être en confiance et d'avoir le même langage et d'être en capacité de se comprendre. Donc, il faut aussi des fois, en tant que CGP, je pense, se censurer sur la typologie des investisseurs. Et ensuite, le dernier aspect, c'est comme ça que moi je le pratique, avec le patrimoine qui est mien, mais il n'empêche que je trouve que le meilleur moyen de conseiller ses clients, c'est d'être soi-même investi. Donc moi je passe pas mal de temps à titre perso sur mon portefeuille, sur mes investissements. Je prends mes gadins, je fais mes réussites, j'apprends aussi aux côtés de mes clients et c'est un bel alignement d'intérêt aussi au moment de pitcher, de présenter à nos investisseurs. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est toujours plus simple d'expliquer quelque chose quand on l'a fait soi-même. En tout cas, c'est beaucoup plus cohérent et congruent quand on passe
le message. Exactement. Et sortir aussi de ta zone de confort. J'investis aussi sur des sujets sur lesquels naturellement je ne serais pas forcément allé. Mais si voilà, j'invite mes investisseurs à avoir des allocations les plus diversifiées possibles, il faut aussi que je me l'impose. Et voilà. Et donc de fait, j'apprends et je suis obligé de. Quelles sont tes explorations du moment là en termes d'investissement? Écoute, moi j'ai été très orienté plutôt action. J'ai un profil plutôt dynamique et donc typiquement j'ai toujours été assez sous-pondéré en fait sur la dimension obligataire et donc voilà aujourd'hui je me rééquilibre sur ces dimensions obligataires parce qu'il y a la hausse des taux la hausse des taux, il y a des sujets passionnants en fait sur notamment des fonds datés obligataires, sur des structurés aussi avec des sous-jacents obligataires. C'est un environnement en fait excessivement riche. Alors c'est vrai qu'il est un peu conservateur et qui aurait tendance à être considéré comme un peu vieille école, mais non, aujourd'hui il y a des choses passionnantes sur la sélection aussi des titres quand on fait de l'investment grade. Il y a des fabuleuses équipes, tu vois, nous aujourd'hui on bosse typiquement avec Tikeo sur notamment des fonds obligataires, et donc c'est passionnant comme environnement, d'autant plus aussi dans un environnement où la notion en fait de dette revient aussi au goût du jour, et donc de rentrer dans ces problématiques, dans cette compréhension pour protéger aussi nos investisseurs, c'est intéressant. Les obligations me donnent toujours l'impression d'être vraiment quand même un marché d'initiés, ça me paraît quand même tellement complexe. J'ai un ami à moi qui est gérant de fonds obligataires, et c'est vrai que quand je parle avec lui, je me rends compte c'est des vrais échanges avec les boîtes pour valoriser les obligations en cours de vie, etc. Donc ça, moi, je suis très, effectivement, ETF, gestion indicielle, forcément en tant qu'investisseur particulier. Pour le coup, en ce qui concerne les obligations, je trouve que ça peut vraiment avoir du sens de passer par des fonds ou des gestionnaires actifs sur ces sujets. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, clairement. Enfin, c'est-à-dire que on dit que je crois que la performance moyenne en endowment d'un fonds de dotation américain, c'est de l'ordre de 8%. Et donc, on dit à nos investisseurs, c'est très bien, et on est ravis, nous, de proposer des fonds de private equity qui font 15-20% de TRI cible. Mais in fine, sur une allocation globale, ça ne peut pas être 100% de l'allocation. Et l'obligataire, effectivement, offre, quand il est bien géré, avec des gérants qui ont vraiment cette capacité de picking, cette analyse, en fait, crédit particulièrement fine, qui arrive, en fait, à compléter cette asymétrie d'information qu'en particulier, en fait, aurait, offre, effectivement, à la fois un amortisseur par rapport à la volatilité d'un portefeuille, et surtout en fait aujourd'hui par rapport au compte à terme qui pour certains en fait arrive à maturité, par rapport à la baisse du livret A, par rapport à la baisse du fonds euro, offre également de beaux niveaux de rentabilité. Alors voilà, il y a comme dans le private equity, il y a plein de disciplines en fait dans l'obligataire, l'investment grade, le high yield, l'européen, le US, le corporate, l'étatique, il y a plein de catégories, mais en fait dans l'ensemble de ces catégories, avec des investisseurs effectivement ou plutôt des gérants initiés, il y a effectivement de belles portes d'entrée et des niveaux de performance qui peuvent être très très intéressants, ou du moins un couple risque-rentabilité que l'on trouve intéressant sur les allocations de nos investisseurs. Et ça reste en plus quelque chose de liquide qui est en plus en capacité de faire à la fois la capitalisation et la distribution, ce qui est assez rare aussi pour les autres typologies d'actifs. Et on pourrait, dans une logique de baisse des taux d'intérêt des banques centrales aussi, pour y avoir des opportunités de valorisation. Donc, exactement. C'est vrai qu'il y a toujours des fenêtres, je trouve assez passionnant le marché des obligations, autant peut-être parce qu'on parle beaucoup plus à l'extérieur du marché des actions, il est beaucoup plus perceptible. Je trouve que le marché des obligations, particulièrement auprès du grand public, il est un peu plus difficile à comprendre. Exactement, et après, alors, là on a parlé d'obligations en plus cotées, mais il y a aussi toute la dimension aussi des obligations non cotées, avec notamment les dettes seniors, les dettes mézzanines. Nous on travaille aussi avec Andera, qui est un très bel acteur, ou Cartesia, qui sont des très beaux acteurs et Musinich de la dette privée. Cet environnement en fait, de la dette est aussi très intéressant et à ne pas effectivement ignorer par rapport à ce monde des actions. Pour clôturer notre discussion, j'aimerais te poser une dernière question. La question, c'est aujourd'hui, donc CGP, Family Officer, c'est un mot qui révèle bien des facettes, on l'a dit, mais c'est quoi aujourd'hui un CGP ? Alors, je vais être très très prétentieux pour la profession des CGP. Je considère qu'un CGP, on parle de conseiller en gestion de patrimoine, mais je pense que d'une certaine manière, c'est un peu un conseiller en gestion de réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un point focal, c'est un barycentre en fait pour les investisseurs sur plein de sujets. Ça va être effectivement le point d'entrée naturellement sur l'investissement, mais ça va être le point d'entrée pour identifier le bon notaire dans le cas d'une succession, dans le cas d'une donation. Ça va être le point d'entrée pour identifier le bon avocat fiscaliste dans le cas la mise en place d'une holding ou d'une optimisation fiscale ou d'une expatriation. Donc ça va être aussi le point d'entrée quand il va falloir aussi former les nouvelles générations, quand un entrepreneur veut aussi s'aider, préparer en fait les nouvelles générations, donc les questions de gouvernance familiale, de pédagogie, de gestion de boîte. Donc
voilà, c'est très prétentieux ce que je viens de dire, mais cette notion en fait de conseiller en gestion de réussite, elle a une dimension en fait holistique, très humaine, de se dire qu'in fine, on est prêt pour accompagner nos investisseurs pendant 10-20 ans, qu'on est un bras droit, un partenaire, et qu'il faut qu'on soit extrêmement ouvert parce que notre métier de la finance en fait nous expose en fait à un ensemble de disciplines très très large. Je pense qu'on sous-estime en fait la qualité des informations et des inputs que l'on reçoit, et c'est à nous voilà, de les travailler, de les reformuler pour effectivement les rendre accessibles à nos investisseurs. Merci Souleymane Jean pour cet échange. Si on veut te retrouver toi, déjà, avant de retrouver Sapiens, si on veut te retrouver toi, où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver sur LinkedIn sans problème. C'est vrai que je suis pas encore assez X, Twitter et Insta, mais je vais m'y mettre. Et ensuite directement aussi sur le site de Sapiens où on essaie d'être réactif et curieux sur ce que nous présentent à la fois nos pairs, les fournisseurs et surtout nos clients. Et Sapiens, j'imagine, site web. www.sapiens.com. Attention, Sapiens, IANS.com. Pas Sapiens. Voilà, Sapiens, mais si on a voulu faire la petite blague avec la connaissance et l'évolution que l'on espère apporter à nos investisseurs. Un grand merci à toi. Merci Guillaume.